Bienvenue sur Santé Organisée. Aujourd'hui, on reçoit la docteure Sophie-Hélène Zaimi, alias The French Radiologist. Radiologue, créatrice de contenu, auteure. Aujourd'hui, Sophie, c'est la voix incontournable pour comprendre la radiologie. Dans son livre Docteur Médecine sous rayon X, elle se livre avec une honnêteté rare. J'ai reçu plein de messages, que ce soit des infirmiers, des manip radio, des aides-soignants, qui étaient étonnés en fait du salaire, des internes et des chefs. Mon chef de pneumologie qui m'avait posé une question et tu vois, il avait levé la main comme ça en mode « si tu réponds mal, je vais te frapper ». C'est ce que tu apprends en tant que femme à l'hôpital, c'est que si tu veux que ça se passe bien, tu as intérêt à la farmer en fait. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses études, de sexisme, de santé des femmes, de fake news médicales, d'IA. Bref, on garde les yeux grands ouverts et les oreilles et on n'oublie pas de s'abonner à Santé Organisée pour ne rien rater des prochains épisodes. Et c'est parti. Bonjour Sophie, bienvenue dans Santé Organisée. Salut Alexandra. Alors, j'ai lu ton livre, on va commencer direct. J'ai lu ton livre et la première chose qui m'a interpellée, c'est que 3 de tes grands-parents étaient médecins. Tout à fait, ouais. T'as bien retenu. Bah oui. Donc, alors, c'est vrai que du côté de mon père, mon grand-père paternel, du coup, était pneumologue. Ma grand-mère paternelle était pédiatre. Et mon grand-père maternel, donc du côté de ma mère, était anatomopathologiste. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans cet univers un peu de grands-parents médecins. Et en fait, à leur époque, être médecin, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Donc, j'avais l'impression, dès qu'un de mes grands-parents prenait la parole à des dîners, tout le monde se taisait et leurs paroles étaient de l'or. Et maintenant, aujourd'hui, moi, quand je vois qu'en tant que médecin, quand je parlais du Covid avec mes potes, par exemple, c'était en mode « tais-toi, Didier Raoult, c'est un génie », tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté méfiance envers les médecins qu'il n'y avait pas avant. Et je trouve que voilà, la profession, le respect, ça a un peu dégradé au fil des années. Et je pense que c'est aussi quelque chose de générationnel. Par exemple, les professions nobles qui étaient avant, par exemple, quand tu lis Marcel Pagnol, La gloire de mon père ou le temps des secrets, etc., tu vois que son père qui était prof était hyper reconnu dans la société et qu'aujourd'hui, maintenant, les profs, on leur marche dessus, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi toute la société qui a un peu déconstruit ces métiers qui étaient autrefois, on va dire, nobles. Bah oui, finalement, c'est tous ces métiers essentiels. Tous ces métiers essentiels, ouais, t'as raison. Ouais. Et est-ce que ça t'a mis une grosse pression d'avoir des grands-parents, les 3 sur 4 quand même, qui étaient médecins ? Alors, ça m'a pas mis la pression, mais ça m'a vraiment donné, on va dire, ce bain dont j'avais besoin quand j'étais jeune, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie d'être comme eux. C'est vraiment, moi, je veux être médecin depuis que je suis toute petite, en fait. T'as des photos de moi petite en train de jouer au docteur. Quand j'allais à la Cité des Sciences, j'adorais les activités qui tournaient autour du corps humain, donc comprendre l'odorat, le goût, la vision, comment ça fonctionne. J'ai toujours été passionnée de SVT aussi. Dès que ça parlait, bien sûr, du corps humain, la tectonique des plaques, je t'avoue que ça me faisait moins vibrer. Mais j'ai toujours eu cet attrait pour comprendre la complexité de cette machinerie du corps humain, où par exemple l'émission Le Bus Magique, j'adorais ça, Il était une fois la vie aussi, j'étais complètement gaga. Donc, et quand j'étais petite aussi, je me souviens, dans une maison familiale, il y avait plein de bouquins d'imagerie. Donc il y avait l'imagerie de l'histoire, l'imagerie des dinosaures, etc. Et mon imagerie préférée, c'était ce livre jaune, l'imagerie du corps humain, que je lisais en boucle, où tu vois comment ça se passe la digestion, comment ça se passe une fracture, etc. Enfin, comment on répare une fracture. Et j'étais fascinée par ce livre, tu vois. Et bon, en 3e, j'ai fait un stage chez mon orthodontiste que j'adorais. Ça s'est super bien passé. Donc, je me suis dit que vraiment, le soin, c'était ce que je voulais faire. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas pharmacienne, etc. Puis après, j'ai fait le concours de première année. J'ai eu médecine. Donc, voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je vais revenir sur cette première année, justement. Donc, j'ai vu sur plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux que tu avais été une élève brillante au lycée. Un peu scolaire, très scolaire. Et sur cette première année, on se fait beaucoup d'idées. On sait tous que c'est très difficile. Comment tu l'as vécu, ou presque même comment tu as survécu ? Alors, on va dire que la première année, moi déjà, j'étais au lycée Henri IV. Donc, je vais pas te mentir, c'était un lycée qui était assez élitiste, où il y avait déjà pas mal de pression. T'es que avec des têtes de classe. Et toi qui étais tête de classe dans ton collège random, tu te retrouves en fait en milieu de classe ou parfois en bout de classe par rapport à tes notes. T'as des notes parfois qui sont en dessous de la moyenne alors que t'as bossé et tu te prends des sacrées tartes dans la gueule. Donc t'apprends un peu à gérer la pression de « Ok, en fait, ça existe qu'il y ait des gens meilleurs que moi ». Alors que je pense qu'il y en a plein qui arrivent en première année de médecine, qui sont déjà les meilleurs de leur lycée et qui se disent « Bon, voilà, je vais être le meilleur » et qui sont pas habitués
face à l'échec, tu vois, parce que je pense qu'en première année de médecine, tu fais des concours blancs, parfois tu vas très bien les réussir, parfois tu vas mal les réussir, ou tu vas être en bout de classement, et en fait, c'est pas ça qui doit t'arrêter. C'est pas parce que tu as fait une chute que tu peux pas te relever. Donc, c'est comme à cheval, quand tu tombes, il faut se relever. Et je pense que la première année de médecine, c'est ça. C'est parfois, tu fais un beau saut, parfois, tu te casses la figure. Et justement, la capacité à se relever, la résilience que tu peux avoir, le sang-froid que tu peux garder quand tu tombes sur des cas ou des questions qui sont pas forcément des réponses auxquelles tu as la bonne réponse. Et voilà, faut accepter justement à gérer son sang-froid. Et je pense que c'est ça un peu que j'avais en avance par rapport à d'autres, tu vois. Ouais. C'est cette capacité à se dire, je suis pas le meilleur, je vais faire de mon mieux. Et voilà, en fait, je me mets des œillères, je focus sur moi et à pas trop se focaliser sur le succès des autres, tu vois. Si les autres ils sont meilleurs que toi, tant mieux pour eux. Mais le but, c'est que ça doit pas te démoraliser de voir qu'il y a des gens meilleurs que toi. Toi, ce qui compte, c'est de faire ton chemin et d'être meilleur de ce que tu étais hier. Donc moi, en fait, mon objectif, c'était toujours d'être meilleur que le mois d'hier et de pas être submergé ou impressionné par les autres. Tu vois, il y en a plein qui allaient me voir et qui me disaient « Ah, ce mec, il est tout blanc, il est top 10, cette meuf, elle est brillante. » Non, j'étais en mode « Good for them ». Mais moi, en fait, mon objectif, c'est d'en savoir le plus. Et c'est vrai que quand j'étais en première année, moi, c'était l'époque où tu avais les doublants. Et en fait, je me battais pas face aux primants. J'étais vraiment en mode « Bon, il faut que je sois au niveau des doublants ». Et je me souviens que mon père s'était un peu battu pour que je sois dans la section 3, qui était la section des doublants. Il y avait 2 sections de doublants. Alors, je crois que l'autre section, c'était la section 4. Et par contre, les autres sections, c'était un peu plus dilué. Et donc, on va dire que le niveau en ED était aléatoire. Et le but, quand tu es en première année, c'est d'avoir les ED avec les meilleurs pour justement que ça aille vite et qu'on ne perde pas trop de temps dans des explications. Et donc, c'est vrai que les ED, je voyais les doublants aller au tableau, aligner les exercices, les démonstrations, etc. d'une main de maître. Et j'étais là, OK, il faut que je sois comme ça, tu vois. Donc, moi, je suis toujours dans cet esprit de faut s'entourer des meilleurs pour être le meilleur, tu vois. Je suis pas quelqu'un... Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui est très stimulée par les gens qui réussissent. Je suis très admirative des gens qui ont une carrière incroyable. Et je sais que certains, par exemple, ils vont être impressionnés et stressés, ils vont se sentir nuls et ils pourront pas s'entourer de ces gens-là parce qu'ils vont se sentir rabaissés, ils vont se sentir inférieurs et ça va les stresser. Moi, justement, c'est le contraire. C'est que plus j'ai des gens qui réussissent autour de moi et qui sont brillants, et plus, justement, ça me pousse à me dépasser moi-même et ça m'inspire et je les trouve géniaux, tu vois. Oui. Et juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un ED ? Parce que je suis pas sûre que pardon. tout le monde sache. Alors, un ED, c'est comme un TD, c'est un travail dirigé. Donc, en gros, tu as les gros amphis, on est, 200, 150. Et après, tu as des petites classes où tu vas faire des exercices avec un prof. Et en fait, tu vas t'entraîner sur des exercices qui vont un peu t'aider à avoir la réflexion qu'on attend de toi le jour du concours. D'accord. Alors, c'était surtout des ED de chimie, de biochimie, de biophysique, de physique. T'avais pas d'ED pour l'anatomie, par exemple, parce que l'anatomie, c'est du par cœur. Donc, t'apprends l'insertion de tes muscles et le trajet de tes vaisseaux et personne n'est censé te donner la béquille pour que tu les apprennes, tu vois. Donc, c'est vrai que les travaux dirigés, les ED, c'était vraiment pour les matières qui demandaient une réflexion et c'était vraiment pour nous pousser vers le raisonnement scientifique, médical attendu, parce que la médecine, c'est quand même de la science et il faut quand même avoir ce raisonnement scientifique-là pour justement pouvoir comprendre les mécanismes physiologiques du corps, les différences de pression qu'on peut avoir entre des organes et pourquoi l'air circule dans un sens, pourquoi les échanges gazeux se font dans un autre sens. Donc voilà, c'est pour comprendre un peu cette machinerie du corps. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu sais combien vous étiez en première année et combien sont passés en deuxième année ? Alors, je te dirais approximativement, on était 1500 de mémoire et on est 350 à avoir été pris. Okay. Et moi, j'étais dans les dernières prises du classement. Donc, je devais être dans les 20 dernières. Avec une 350, pote. C'est vraiment... Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Ouais, c'est vraiment peu. J'ai une petite anecdote là-dessus parce que j'ai recroisé cette copine de première année cet été. Et c'était après avoir écrit mon livre, mais je l'avais oublié. Et en fait, elle a un souvenir de... tu sais, tu avais le premier semestre qui durait quelques mois. Tu avais le deuxième semestre qui était le reste du programme. Et donc, tu avais le concours du premier semestre et le concours du deuxième semestre. Et après le concours du premier semestre, moi, j'étais arrivée 450, 460. Et j'étais en mode purée, j'espère que je vais vraiment l'avoir et tout. Mais j'étais un peu déprimée en mode ouais, je suis pas sûre, ça se trouve, je l'aurais pas. Enfin, c'est beaucoup de remise en question. Ouais, t'es un peu en mode j'ai pas envie d'être vraiment en queue du classement de je l'ai pas, tu vois. Ouais.
Et je me souviens qu'Amélie, cette copine, elle était venue me voir. Elle était classée comme moi. Et elle m'a dit, mais si, Sophie, t'inquiète, on va la voir. Je sais qu'on va la voir. Et je disais, ah, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est déterminée et tout. J'admire sa détermination. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'on l'a toutes les deux eue et qu'on avait le même classement final, c'est-à-dire dans les 20 dernières, tu vois. Ouais, et ouais. aujourd'hui, Amélie, c'est une brillante cardiologue. Elle est à Annecy et elle a très bien réussi le concours de l'internat aussi. Et voilà. Et quand on sait à quel point c'est difficile d'avoir cette première année du premier coup, Ouais. d'autant plus admirable. Tu racontes dans ton livre qu'un cours de dissection t'a complètement vacciné de la chirurgie. Alors Ouais. qu'à la base, tu voulais être chirurgien esthétique, si je me trompe Ouais, exactement. C'est un peu le côté... alors, je vais dire quelque chose qui n'a aucun rapport, mais j'adore l'art plastique. pas. Ok. Et voilà, c'est un peu ma passion. J'adore l'histoire de l'art, j'adore l'art. Et je pensais que je pourrais façonner le corps des gens comme une œuvre d'art. Et c'est pour ça que j'aimais le côté chirurgie esthétique, parce que je me disais, en fait, le corps, c'est une œuvre. Et en fait, je vais les sublimer et je vais les aider à s'aimer dans leur nouveau eux. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire de la chirurgie esthétique. Et c'est vrai que, en fait, j'ai fait un cours de dissection, c'était en 3e année de médecine. Et j'ai vu la complexité que c'était de couper, en fait, les tissus, la peau, puis après le muscle. Puis après, tu vas en profondeur. On te demandait en cours d'anatomie d'aller chercher les nerfs et les vaisseaux. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, ça me plaît pas du tout de découper les corps. Et pour mémoire, le cours de dissection qu'on avait eu, c'était dans une grande salle où tu avais la lumière blanche, tu avais une odeur, mais de moisi ou je peux pas te décrire l'odeur tellement c'était indescriptible et à la fois ça sentait mauvais. Et en fait, c'était connu que ça sentait mauvais, donc on avait tous mis des masques chirurgicaux. On avait mis la masse de parfum sur nos masques pour pas avoir les odeurs. Mais malgré ça, ça sentait fort quand même. Et je me souviens que tu avais justement une des patientes que j'ai disséquée. Elle avait encore le vernis rouge sur ses ongles et la main un peu bleu-verte, tu vois, un peu la décoloration cutanée du corps mort, tu vois. Donc c'est vrai que c'était assez étrange comme expérience. Et ça t'a pas plu? Mais ça m'a pas plu, non. Mais après aussi, ce qui m'a aussi confortée, c'est que j'ai fait 2 stages de chirurgie en tant qu'externe. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas pour moi être au bloc à 7h du mat, se changer tout le temps. Se laver les mains 50 fois. 50 fois par jour, j'en pouvais plus. Toujours être en stérile. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais au bloc, j'étais externe, j'avais mes lunettes qui tombaient. Tu fais ça et t'as l'infirmière qui dit t'es pas stérile, on change les gants. J'étais en mode oh non, la flemme. Puis en fait, je trouve que la chirurgie, moi, j'ai fait la chirurgie maxillofaciale, donc un stage de chirurgie maxillofaciale à Necker. Donc, c'était vraiment sur des nouveau-nés, les nourrissons qui avaient les becs de lièvre, tu sais, comme on appelle ça, les fentes labiopalatines aujourd'hui. On dit plus trop ce terme qui est obsolète. Je m'en excuse. Mais voilà, on dit fente labiopalatine. Et c'est vrai que c'est de la dentelle, c'est de la chirurgie qui est hyper fine, qui demande une connaissance anatomique hyper précise. Et moi, j'avais vu cette chirurgienne qui était brillantissime, qui opérait ça comme de la dentelle. Et elle se trouvait nulle, tu vois. Elle était là, mais je suis nulle, nanana. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle est brillante. En plus, elle faisait les cours à la fac et elle se dénigrait. Et t'avais cet interne mec qui était hyper beau gosse, qui était hyper sûr de lui et qui était très fort aussi par ailleurs. Mais c'était le décalage entre la chef en milieu de carrière qui était toute tremblante et pas sûre d'elle, vs l'interne qui était en début de carrière et qui était hyper sûr de lui, tu vois. Donc ça m'avait marqué. C'est peut-être un sujet aussi homme-femme. Ouais, c'est ça, je pense, hein. Les hommes, ils ont beaucoup plus confiance en eux en général, surtout dans le domaine médical. Ouais, ça, on y reviendra après, je pense. Ouais. Mais bref, et tout ça pour dire que, voilà, donc ce stage, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que le rythme de se lever tôt, d'être tout le temps stérile, de pas pouvoir faire ce que tu veux entre les blocs, d'avoir ton rythme qui est limité par les blocs, et aussi il y a des blocs où ça se passe pas comme prévu. Par exemple, tu vois, après j'étais en stage d'urologie, et je me souviens qu'il y avait un moment où le chirurgien, il était stressé parce que c'était une opération du rein. Alors, je crois que le patient, il avait une tumeur rénale. Et à un moment, il était à côté de la veine cave, qui est quand même un des plus gros vaisseaux du corps. Et voilà, et qui est très fragile parce que c'est du tissu veineux, donc ça peut vite s'effriter. Et je me souviens qu'il était hyper stressé et qu'à un moment, il a pris ses instruments et il les a balancés d'un coup parce qu'il était hyper stressé, tu vois. Et je me suis dit, OK, en fait, la chirurgie, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas mon monde. Ça t'a marqué parce que c'est dans le livre. Ouais, je l'ai raconté, mais parce que ça m'a choqué, quoi. Moi, j'étais trop mal, j'étais externe, donc j'étais en mode, il est trop énervé, je savais pas où me mettre. Dans ces situations, tu sais pas quoi faire, quoi. Ouais. Et donc, pendant ces 6 premières années de médecine,
avant ce concours de l'internat, le fameux. On passe par énormément de services. C'est lequel qui t'a le plus marqué dans l'externat? Alors, on va dire que le plus intense et celui où j'ai le plus appris, c'est mon stage de pédiatrie à Necker. Parce qu'en fait, c'était un stage où vraiment tu étais en immersion dans la vie d'interne un peu, tu vois. Parce que, tu vois, les externes, on était la petite main qui faisait l'examen clinique en premier, qui allait voir les patients. Et les internes nous déléguaient énormément de tâches médicales. Donc, c'était hyper intéressant. Et c'était un stage où tu avais une variabilité des pathologies. Ça allait de la bronchiolite à l'ostéite qui se résolvait pas parce que justement, on faisait des staffs pour avoir les bons antibiotiques avec les infectiologues et on trouvait pas le bon traitement. Ça allait au purpura rhumatoïde. Ça allait jusqu'à la fièvre méditerranéenne familiale. Donc vraiment, j'ai vu une somme astronomique de dossiers. Et en fait, comme c'est des enfants, je sais pas comment te dire, mais je fixais les chambres, les enfants, et ça m'a permis d'apprendre la pédiatrie. Et le bouquin de pédiatrie, à l'époque, il faisait 900 pages. Donc, c'était vraiment le collège qui faisait peur à tout le monde. Tu sais, les collèges, c'est la collection des livres qu'on donne pour l'externat. C'était vraiment le collège qui faisait peur à tout le monde. Et en fait, ce collège, je l'ai lu une fois avant les partiels. Et j'étais là, genre, oh là là, parce que moi, je suis très lente, en fait. Quand j'apprends, quand je fais un premier tour, je fais les choses vraiment très lentement. Et même en radiologie, je fais mes comptes rendus lentement. Mais parce que j'aime bien lire, prendre mon temps, etc. Et en fait, c'est ma première lecture où je m'imbibe le plus des choses. Et tu vois, ça m'a pas empêché d'avoir 15 à l'écrit au partiel. Et c'était une super note, tu vois. Et juste parce que je m'étais tellement imbibée de ce stage, j'ai tellement appris. Et j'ai trouvé ça tellement édifiant parce que tu vois, t'as à la fois les enfants qui sont tout petits et c'est hyper touchant de voir des enfants malades, et t'as les parents aussi qui sont stressés qu'il faut gérer. Et j'ai trouvé la charge et l'intensité de ce stage incroyable parce que tu vois, c'est la première fois que j'ai vu une interne pleurer. C'est la première fois que j'ai vu un interne dormir à l'hôpital parce que il avait fini trop tard et qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. C'est la première fois qu'une maman m'a pleuré dans les bras et m'a fait un cadeau après pour me remercier d'avoir été une oreille attentive pour elle, tu vois. Donc c'était mon premier cadeau de patient, on va dire. Donc ça m'a vachement touchée. Et je trouve que la qualité des staffs qu'on avait, des cours qu'on avait aussi quand on était externe, enfin on était hyper bien formés dans ce stage d'externe, parce que souvent aussi tu as des stages d'externe où on s'occupe pas trop de toi, t'es vraiment un paillasson, quoi. Ouais. On se suit un peu les pieds sur toi, c'est va brancarder les patients, va me faxer cette demande, tu peux appeler tel service, tu peux récupérer les biologies, tu peux trier les biologies des patients, enfin voilà, t'apprends pas grand chose, enfin ils te le rendent pas trop, ce que tu fais comme service d'externe. Et moi, on m'a toujours dit, les stages qui sont bons, c'est des stages où, OK, tu fais la petite main parce que à l'hôpital, il n'y a pas assez de secrétaires, il n'y a pas assez de brancardiers, etc. Donc, les externes servent de petite main pour contrebalancer un peu ce manque. Mais il faut qu'en contrepartie, quand tu vas en stage, ce soit rentable. C'est-à-dire qu'on t'apprenne des choses, on t'apprenne des gestes et qu'il y ait quelqu'un pour te former parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est plus dur de soigner des enfants ou des adultes ? Alors, honnêtement, moi, ça m'angoisse beaucoup plus de soigner des enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils communiquent pas. Ils n'ont pas le même retour. Donc, en fait, un bébé qui pleure, qui est nourrisson, tu sais pas pourquoi il pleure. Est-ce qu'il a mal au ventre ? Est-ce qu'il a mal à la tête ? Donc, je trouve que c'est hyper difficile de faire des diagnostics sur des enfants parce qu'ils communiquent pas. Ou alors, parfois aussi, moi, je me souviens qu'il y avait un enfant en pédiatrie dans le service dont je te parlais. Il avait des idées suicidaires. Donc, à quel âge ? Il avait 6 ans. Donc, tu vois, c'est quand même une complexité. Et en fait, un enfant, c'est pas un adulte miniature. Donc, c'est des pathologies qui sont hyper particulières. C'est pour ça que la pédiatrie, c'est une spécialité. C'est pas les mêmes doses de médicaments. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués. Donc, je trouve que c'est une spécialité qui est hyper riche et hyper puissante, mais qui est à la fois hyper stressante parce que du coup, moi, je trouve que tu as une double dose de stress parce que tu as l'enfant, tu as l'inconnu de je sais pas ce qu'il ressent, et tu as en plus les parents à gérer. Par exemple, je te parlais du cas de l'ostéite tout à l'heure, mais je me souviens que la mère, elle avait hurlé sur les chefs de service parce que elle en avait marre que sa fille soit hospitalisée. Elle voulait retirer son enfant de l'hôpital. Elle était là, moi j'en ai marre. Ma fille, c'est pas un jouet. Vous essayez tous les traitements de la terre, il y a rien qui marche. Vous êtes tous des clowns. Vous comprenez pas que c'est une enfant. Enfin, elle avait un trou dans l'os, tu vois, du bras. Donc, je peux comprendre que pour la mère, c'était épuisant parce que ça fait 3 semaines qu'elle était hospitalisée et c'était stressant. Mais nous, au final, on faisait du mieux qu'il peut. Et je pense que Necker, c'est un des hôpitaux les plus élitistes. Donc,
Ah, c'est pas facile. Voilà, c'était pas facile à gérer. Ouais, Mmh. mais tu vois, je te parle de cas et je revois les parents et je revois les enfants et il y a un nom d'enfant dont je me souviens parce que c'était un nom hyper atypique, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où Ça t'a marqué. ça m'a marqué, ouais. Je revois un peu comme si c'était hier, les scènes. Et si t'avais pas choisi radiologie, t'aurais choisi quoi comme spécialité? Alors moi, j'adorais le côté visuel des maladies. Je me suis rendu compte pendant mon externat que j'aimais pas trop palper les corps, toucher les patients. Tu vois, quand on me disait, ouais, est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Je le sentais vaguement. Quand on me disait, est-ce que tu entends le bruit du cœur? Est-ce que tu entends le souffle aortique ou le souffle mitral? J'entendais que dalle, tu vois. Donc franchement, moi, ça me saoulait. Et en fait, c'est pas pratique si t'entendais pas. Ouais, j'aime pas en fait... en fait, moi, je vais souvent dans les endroits où j'ai des facilités, tu vois. Okay. C'est un peu une paresse intellectuelle. Mais voilà, j'ai toujours été, par exemple, à l'école, bonne dans les matières scientifiques. Mais on va dire que voilà, les dissertations de philo ou d'histoire ou de français, ça me faisait mal. Donc, je n'ai pas persévéré là-dedans. Et on va dire que voilà, le côté... qui était plus facile pour moi en médecine, c'était le côté visuel des maladies. Donc j'adorais la dermatologie, vraiment c'était ma passion. Et j'adorais aussi la radiologie parce que c'est une spécialité où tu vois les choses. Et je me suis rendu compte que j'étais plus forte dans l'analyse des images que dans le palper, que dans l'écouter, que dans le reste des spécialités. Et donc voilà, c'est vraiment une spécialité qui m'a touchée parce que tu continues à avoir toutes les maladies du corps. Et aussi ce que je me disais, c'est dommage après avoir tout appris, de devoir se focaliser sur la peau ou de devoir se spécialiser sur le cœur ou sur le cerveau, etc. Donc je me suis dit, au moins radiologue, on continue de tout voir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avec la dermatologie parce que je trouve que la dermatologie, c'est une spécialité qui est hyper intéressante parce que tu as le côté maladie inflammatoire, tu as le côté maladie tumorale, tu as le côté maladie vasculaire avec les angiomes cutanés aussi. La dermatologie, je trouvais ça passionnant de regarder les lésions, les analyser, d'avoir la collerette desquamative, etc. Et que je trouvais que la sémiologie était hyper intéressante. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre les deux. Et en fait, je me suis dit, en fait, je veux continuer à avoir toutes les pathologies. Donc, je vais rester... plus général, finalement. Ouais. Et j'avais beaucoup hésité avec la neurologie aussi, parce que je trouve que la sémiologie neurologique est hyper intéressante et c'est un peu une logique... tu vois, par exemple, tu as un patient qui a une paralysie de l'hémicorps, donc ça veut dire qu'il a l'AVC de l'autre côté. Tu as toutes les lésions neurologiques, en fait, qui sont liées. Par exemple, je ne sais pas s'il a une paralysie du visage, ça veut dire que c'est le nerf facial qui est touché, c'est le nerf 7, etc. Donc, tu avais un peu cette gymnastique intellectuelle en neurologie qui me plaisait, mais en fait, je me suis rendu compte que examiner les corps, c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi. Mais la gymnastique intellectuelle, oui. Mais la gymnastique, oui. Voilà. On va parler un peu des réseaux sociaux, de French Radiologist. Ouais. À quel moment de ton cursus, tu t'es dit, je vais créer un compte sur les réseaux sociaux? Et pourquoi? Alors, c'est venu vraiment par hasard, entre guillemets. Tu sais, moi, je suis parisienne, pure souche. J'ai fait mon internat à Tours et c'est vrai que je suis arrivée à mon premier semestre d'internat un peu perdue dans une ville que je connaissais pas, où j'avais pas d'attache, que ce soit familiale ou amie. Et je me suis sentie un peu seule dans cette ville, mon premier semestre. Donc, c'était mes 6 premiers mois d'internat parce que je suis arrivée dans un stage où il y avait une réforme et c'était la première année que dans ce stage, ils avaient des socles. Donc, je suis arrivée, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des premières années qui connaissent rien. Donc, on me laissait souvent avec des internes. Et les internes, comme c'était un gros hôpital, ils étaient souvent débordés, donc on ne m'expliquait pas grand-chose. Et je me sentais un peu seule, livrée à moi-même dans ce premier semestre d'internat. Et voilà, donc j'avais pas d'amis. Et c'est vrai que je me suis beaucoup recentrée sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'était un peu ma fenêtre sur le monde, tu vois. Et donc le soir, je scrollais pas mal. Et j'avais envie de partager à mes amis qui étaient à Paris, que je voyais le week-end ou que je voyais parfois en semaine quand j'avais la foi de rentrer à Paris en semaine, de leur montrer un peu ce que je vivais à Tours. Mais en même temps, je voulais pas que ça interfère avec mon compte perso. Parce que voilà, mon compte perso, c'était pour mettre des photos dans des beaux restaurants, dans des belles destinations de voyage, etc. Et j'avais pas envie de leur montrer l'austérité de l'hôpital et de ma vie d'interne pourrie, tu vois. Donc, je sais pas, j'avais un peu maturé le sujet, mais sans aller plus loin. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de comptes médicaux aux États-Unis, dont des comptes qui expliquaient l'imagerie. Et un jour, je rencontre un gars via des amis qui vivaient entre Paris et Tours. Et donc un jour, donc un de mes premiers amis que je me suis fait à Tours, c'était vers février-mars, parce que c'était au Salon de l'Agriculture. Et en gros,
je suis à Tours avec lui et on prend un verre et on parlait des réseaux sociaux. Et il me disait, moi, en fait, j'aime pas suivre des gens que je connais sur les réseaux parce que je m'en fiche de connaître leur vie. Moi, ce que j'aime suivre sur les réseaux sociaux, c'est des comptes niches. Donc, des comptes qui sont, par exemple, dédiés à la mode, des comptes dédiés à la musique, dédiés à un art particulier. Mais je veux vraiment suivre quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine et qui m'apprend quelque chose. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, ok, ce serait cool, en fait, si je faisais un compte que de médecine. Et donc, c'est comme ça où je me suis dit, bon, bah, je vais me faire ma bibliothèque d'imagerie de radiologie. Et moi, ça me permettra de réviser les cas que je vois en stage. Et à côté de ça, ça permettra, pour ceux qui veulent apprendre la radiologie, d'en savoir plus. Mais bon, en fait, j'étais pas du tout, on va dire, rigoureuse et disciplinée là-dessus. Parce que, tu vois, mes premières publications, je postais une fois toutes les 3 semaines. Tu vois, c'était vraiment quand j'avais la foi de poster quelque chose. Et bon, j'avais peut-être 6 cas sur ma page. 6 000, donc. Non. Non. 6K CAS. Non, oui, 6K CAS, oui. J'allais dire 6 000 quand t'as ouvert, c'est quand même beaucoup. Non, pas du tout. Non, je devais avoir peut-être 3 tondus et 2 pelés sur mon compte. Hein. C'était vraiment rien du tout. Mais j'avais posté 6 cas de radio et un jour, donc c'est vers septembre-octobre, j'ai un copain qui était externe, que je connaissais de longue date, qui me pose une question de radiologie pour un quiz qu'il était en train de faire pour préparer son concours d'internat. Et je lui réponds et je lui dis, d'ailleurs, si tu veux t'entraîner pour le concours, voilà, j'ai ma page. Mais quand je lui ai dit ça, franchement, comme c'est un milieu qui est compétitif, je me suis dit, il va garder ça pour lui. Et en fait, il l'a partagé avec toute la promo de la fac sur un groupe Facebook où ils étaient 300. Donc moi, un matin, je me réveille, je vois plus 250 abonnés. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait ? Et il me dit, écoute, je l'ai partagé dans le groupe de promo Facebook de la fac. Et je lui dis, mais trop sympa, mais tu m'as pas prévenu. Enfin, je m'attendais pas à ça. Genre, t'aurais dû me dire que je me prépare, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, c'est monté très vite. Et moi, en fait, ça m'a vraiment stimulée. C'est là qui a été vraiment pour moi le coup de départ des réseaux. C'est de voir l'entrain des gens, l'intérêt et du manque, en fait. Parce que c'est vrai que la radiologie, on voit ça dans les livres. On voit ça très peu en stage, parce qu'il y a très peu de stages de radiologie qui sont disponibles. Et c'est pour ça qu'il y a une méconnaissance du monde de la radiologie, parce que justement, il n'y a pas assez d'externes qui passent. Et donc, quand ils deviennent urgentistes ou spécialistes, ils comprennent très mal nos problématiques et très mal, en fait, les gardes et le rythme auquel on est soumis. Ouais. Et donc, je pense que c'est bien justement de communiquer là-dessus et justement de montrer que la radiologie, c'est une spécialité qui est hyper dynamique. Tu as la radiologie interventionnelle. Enfin bref, je ne vais pas m'éparpiller. Mais c'est juste pour dire que la radiologie, ça s'apprenait dans les livres et j'avais envie que les gens ils le voient autrement. Parce qu'en plus, au concours de l'Internet, c'est des images qui sont digitales. Et donc, je me suis dit, voilà, ça va peut-être les aider de voir la radiologie en digital et pas que dans des pages imprimées où tu as juste une coupe, on te met une flèche et tu comprends pas grand-chose, tu vois. Alors que l'imagerie, c'est quelque chose qu'on défile dans plusieurs plans. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et t'étais précurseur quand même. Parce que c'était en quelle année, ça ? C'était en 2018. Oui. Ouais. Non, en vrai, à l'époque, t'avais Major Mouvement, le kiné, qui était déjà lancé. D'accord. Mais je le connaissais pas du tout. Et en fait, après, t'avais un compte médical, SSI Médecin, qui faisait des mèmes de médecine à la base et qui était anonyme. T'avais Avicenne, à l'époque, qui faisait de l'humour. Je sais pas si tu connais Avicenne. Non, je connais pas. C'était un médecin sur YouTube qui faisait des blagues à mon époque. Et t'avais le Dr Mus qui faisait aussi un peu comme Avicenne des retours d'expérience de vie d'externe, un peu humoristique sur YouTube. Et c'est vrai que les créateurs de contenus médicaux, ils étaient surtout sur YouTube ou sur Facebook. Et c'est vrai qu'Insta, c'était pas du tout une plateforme où tu avais du contenu médical français. Non, typiquement, Instagram, c'était la plateforme où tu partageais tes plus belles vacances et tes plus beaux plats. Voilà, c'est ça. C'était pas du tout du contenu médical. Et donc voilà, après avoir grossi, c'est-à-dire que un an plus tard, j'avais 10 000 abonnés. C'était surtout des personnes du secteur médical. Donc, c'était des manip radio, c'était des externes, c'était des internes. C'était surtout très niche au début parce que c'était vraiment de l'imagerie pure et dure. Et j'étais totalement anonyme. Donc, c'est vrai qu'après, quand on m'a dit « Ouais, t'es qui ?» et tout, tu veux pas nous dire qui t'es derrière ce compte, ça a été vraiment pressurisant pour moi. Donc, au début, je mettais une photo de mon doigt, je mettais une photo de mon bras. Puis après, j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais pour montrer ma voix. Et je me souviens qu'il y a des gens qui étaient en mode « Ah, mais t'es une fille, j'étais sûre que t'étais un mec. » Ah, non, je suis une fille. Donc voilà, et après, j'ai fait partie par partie un peu en puzzle.
parce que j'avais peur en fait de me montrer en entier. Et après un jour, voilà, je me suis jetée à l'eau et je me suis montrée. Et c'est vrai que ça fait un peu peur de se dire, mais je me montre face à des gens, je sais même pas qui est derrière. Bien sûr. C'est un peu est-ce effrayant. que c'était peur à juste titre? Parce que tu dis dans ton livre qu'on t'a demandé de tout effacer à un Ouais, moment donné, enfin, exactement. du moins à l'hôpital. Exactement. En fait, j'ai été convoquée parce que moi, j'en avais parlé en fait à un de mes chefs et je lui avais dit, voilà, je fais ce compte de vulgarisation, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et il m'avait dit, ah bah c'est super. Et en fait, 2 semaines plus tard, j'ai été convoquée avec ce chef et d'autres PH qui étaient de la 50-60aine pour me dire mais tu te prends pour qui? T'es pas professeur de médecine. Les images, c'est celles de l'hôpital, elles t'appartiennent pas. Et j'étais là, bah oui, mais c'est anonyme. Et je vois qu'il y a plein maintenant, parce que quand j'ai commencé à en parler, en fait, c'était déjà 1 an après avoir créé mon compte, donc ça commençait un peu plus à bouger là-dessus, à la communication sur les réseaux. Et sur LinkedIn, tu vois, tu as plein de PUPH qui postent des cas de patients, qui montrent des photos d'enfants. Donc j'étais là, bah attendez, il y a plein de cas sur LinkedIn, qu'est-ce que ça change sur Instagram que je mette des cas si c'est anonyme? Donc bref, ils m'ont mis un coup de pression, donc j'ai tout supprimé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, moi, c'était du contenu sur lequel j'avais passé du temps. Et en fait, t'as plein de monde, tu vois, quand je suis allée à Paris, après, j'étais en stage à Cochin. Ils étaient là, tu devrais poster ce cas, tu devrais poster ce cas, tu devrais poster ce cas. Et moi, j'étais là, genre, oh les mains, non, je fais rien. Moi, tant que je suis interne, je veux pas d'embêtement. Enfin, je veux pas qu'on m'embête, je veux pas qu'on me bloque dans mon cursus. Voilà, moi, le but, c'est de finir... on va dire, mon parcours sans avoir de tâches, sans avoir de casserole. Bien sûr. Donc voilà, je suis restée droite dans mes bottes, dans les lignes directives qu'on m'avait données. Même si, tu vois, à Paris, je pense que c'était un peu une mentalité plus ouverte parce que, tu vois, à Paris, c'était en mode « Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Ah, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ci. » C'était une émulation intellectuelle autour de mon compte et c'était vraiment vu comme une plus-value. Alors que là, d'où je venais, entre guillemets, c'était vraiment en mode... j'étais à un moment, j'avais l'impression d'être la sorcière qu'il fallait brûler, tu vois, genre Jeanne d'Arc, tu vois. Oui, parce que c'était pas connu. Parce que c'était pas connu, parce que c'était méconnu. Et après, voilà, j'ai vu qu'à la fin de mon internat, c'était plus du tout le même regard là-dessus. Et c'était vraiment en mode, c'est super ce que tu fais. Au RSNA, on a vu que les créateurs de contenu en radiologie, il fallait qu'ils se développent. C'est vraiment super ce que tu fais. Donc, j'ai vraiment vu le revers de la médaille dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire? En mode, voilà, j'étais un peu... on va dire, vu comme le vilain petit canard. Et à la fin, c'était en mode, c'est super ce que tu fais. Parce que voilà, quand tu commences quelque chose et que les gens ne connaissent pas, ils ont peur de l'inconnu, ils ne savent pas trop ce que tu fais. Et les mentalités évoluent aussi. Et comment? Et les mentalités, elles évoluent aussi. Et les mentalités évoluent. Et voilà. Et aujourd'hui, tu vois, tout le monde sait ce que je fais. Parce que voilà, le monde de la radiologie, c'est un petit monde. Donc, maintenant, c'est pas un secret, tu vois. Et après, aujourd'hui, tu vois, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Comme tout, tu vois, il y a des goûts et des couleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus reconnu, on va dire, des professeurs de médecine avec lesquels je travaille aujourd'hui que quand j'ai commencé, où j'étais petite interne, fragile, et je me suis un peu tapée dessus, tu vois. Et justement, en parlant de mentalité qui évolue, et tu parles de quelque chose de fort dans ton livre, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur des situations d'humiliation, de sexisme à l'hôpital. Ouais, exactement. Et ça... qu'est-ce que ça construit ou détruit finalement dans la confiance qu'on a en soi quand on est interne, jeune chef, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas? Alors moi déjà, ce qui m'a un peu mis mal à l'aise, on va dire, c'était l'esprit carabin à la fac, c'est-à-dire les blagues sexistes sur les femmes et un peu humiliantes pour les femmes, tu vois. Et en fait aussi, c'était les rumeurs qu'il y avait sur les filles de la fac. Et par contre, les mecs, c'était toujours des dieux s'ils avaient des performances et un tableau de chasse incroyable. Par contre, une fille, fallait que ce soit pointé du doigt du point de vue négatif. Mais ça aussi, c'est dans la société en général. Mais c'était juste ça déjà qui me saoulait. Et ensuite, c'était, on va dire, l'ambiance des soirées médecine où t'as des mecs qui viennent te voir comme si t'étais un bout de viande et qui te disent des choses hyper sales, tu vois. Ça me choquait. Ouais. Et puis ensuite, on va dire que pendant mon cursus, c'est des stages de chirurgie où je me souviens qu'il y avait cette externe belge qui avait des grosses bottes et tu avais tous les chefs qui faisaient des remarques un peu sexuelles par rapport à sa tenue, tu vois. Et en fait, tu étais là, juste, elle est élégante, elle a le droit de s'habiller comme elle veut.
Et malgré ça, tu vois, elle se prenait des réflexions. Et du coup, moi, ça te donne pas envie de t'habiller de façon élégante à l'hôpital, tu vois. T'as envie d'être fondu dans la masse. Donc, moi, tu vois, quand je vais bosser, maintenant, j'ai pris l'habitude d'être en jean basket. Mais toujours aujourd'hui, tu le ressens ? En fait, non, je ressens plus cette pression. Ok. Mais j'ai, du coup, modelé mon cerveau, entre guillemets, de quand tu vas bosser, tu t'habilles de façon hyper sobre. T'es pas là pour faire un défilé de mode, t'es là pour bosser. Donc, je me maquille très peu quand je vais bosser à l'hôpital. Par contre, tu vois, sur les réseaux sociaux, je vais faire plus attention à mes tenues. Je vais me maquiller, je vais prendre soin de moi. Je vais être beaucoup plus coquette, on va dire, quand je vais être invitée à des événements, réseaux sociaux, tout ce qui est sur la communication, tu vois. Parce que ça me fait plaisir de le faire. Ou quand je vais sortir voir mes amis, quand je vais aller des dîners et tout. Quand c'est tout ce qui est en dehors de l'hôpital, on va dire que je vais faire attention à mon physique. Mais à l'hôpital... c'est comme si j'avais développé une sorte de carapace. Et à l'hôpital, en fait... Tu te l'autorises pas ? Je me l'autorise pas, mais parce que ça me fait pas plaisir. Tu vois ? C'est trop bizarre. Mais alors que tu vois, maintenant, j'ai des collègues qui sont beaucoup plus coquettes que moi, qui sont beaucoup plus apprêtées, etc. Et d'ailleurs, ça m'avait valu une réflexion pendant mon internat d'une de mes chefs qui m'avait dit mais sur les réseaux sociaux, t'es toujours hyper apprêtée, t'es toujours hyper jolie, t'es toujours bien habillée, et puis à l'hôpital, tu fais pas d'efforts, c'est parce qu'on n'est pas assez bien pour toi, tu vois. Et j'étais là, Venant d'une femme ? Venant d'une femme, ouais. Donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est vrai que quand je suis en stage, quand j'étais en stage d'interne ou aujourd'hui comme quand je suis chef, je mets un jean, je mets des baskets, je peux mettre une polaire, un pull random, je vais mettre mes lunettes, je vais pas forcément mettre mes lentilles. Alors parfois je mets mes lentilles, mais je vais peut-être moins les mettre que quand je vais sortir, tu vois. Et parce que je suis dans ce mood-là, en fait. Ouais. Mais est-ce que la situation, elle a évolué, tu trouves, pour les internes d'aujourd'hui ? En tout cas, c'est sûr que la parole, elle s'est libérée, tu vois. Il y a eu le MeToo Hôpital qui est sorti. Ça, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais après, il est arrivé beaucoup plus tard que le MeToo dans le cinéma, que le MeToo dans le monde du sport. Le MeToo hospitalier, il a mis du temps à évoluer. Mais je trouve que oui, sur les réseaux sociaux, moi, je me souviens que j'avais fait un post où j'avais mis « Libérons la parole » et j'avais un peu incité mes abonnés anonymement à raconter toutes les histoires sexistes qu'elles avaient pu vivre. Mais fort est de constater que ça existe encore aujourd'hui. Maintenant, tu as une fille qui fait ça sur les réseaux sociaux, qui le fait très bien, Audrey, qui s'appelle Serment sous pression. Et c'est un compte qui est dédié justement à la dénonciation de ce type de comportement dans le milieu hospitalier entre professionnels de santé, tu vois. Okay. Mais donc, quand tu vois les témoignages qui sortent aujourd'hui, tu vois que c'est pas fini. Oui. Et moi, l'anecdote qui m'est arrivée et qui m'a vraiment un peu choquée, mais on va dire qu'il y en a eu quelques-unes. Déjà, une fois, je me souviens, j'étais en stage de pneumologie et il y avait mon chef de pneumologie qui m'avait posé une question. Et tu vois, il avait levé la main comme ça, en mode, si tu réponds mal, je vais te frapper. Tu vois, on adore. Donc moi, ça m'avait vachement... je me souviens, mon cœur, il s'était accéléré et j'étais en mode, waouh, faut pas que je me trompe. Et j'étais en mode, ouf, c'est bon. Mais tu vois, il avait vraiment fait mine qu'il allait me frapper et tout, tu vois. Ouais. Et heureusement, il m'a pas frappé, mais tu vois, quand t'es jeune étudiante et que t'as un mec de 50-60 ans qui te dit, t'as intérêt à bien répondre, sinon tu vas t'en prendre une... T'es là, genre, waouh. Donc ça, c'était mon stage de pneumologie. Ensuite, mon stage, que j'avais fait, c'était un stage au bloc. Donc, t'avais une de mes co-externes qui était déjà passée dans ce stage et avec qui, ça s'était très mal passé avec un chirurgien parce qu'au bloc opératoire, il lui avait fait une blague en mode « Est-ce que t'as un animal de compagnie ? Non. T'as pas de chien ? Non. C'est pas grave, de toute façon, t'as une chatte. » Génial. Et donc, elle avait répondu au bloc, ouais, j'ai une chatte, et alors ? Et là, le chirurgien avait dit, Anaïs, t'es insolente, tu sors du bloc. Et donc, elle était sortie du bloc, elle était hyper énervée, elle était allée à la scolarité pour se plaindre, la scolarité avait dit, on peut rien faire pour vous, laissez tomber. Et donc, en fait, il n'y avait pas eu de suite. Et elle, en fait, elle était hyper frustrée, hyper remontée de cette histoire parce que, elle s'était sentie rabaissée et humiliée. Injustice. Et injustice, pas de réparation, pas d'excuses, rien. Et c'était elle, en plus, la fautive qui s'était fait virer du bloc, tu vois, comme si elle avait fait une faute. Donc moi, j'avais été prévenue par rapport à ce personnage. Je me suis retrouvée, du coup, un jour au bloc avec lui. Et donc, j'étais en tant qu'externe, donc j'avais ma position d'externe à pas faire grand-chose dans le bloc, à tenir les pinces.
Et à un moment, il me dit Sophie, est-ce que tu es libertine? Et moi, je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. J'étais en 4e année de médecine, je n'avais jamais entendu ce mot. Je ne connaissais pas la chanson de Mylène Farmer. Et là, il commence à chanter je suis une libertine, je suis une catin. Et au mot catin, là, je me suis dit, OK, le mec, il se fout de moi. Et tu as bien sûr l'infirmière qui glousse à côté pour le saucer, tu vois. Donc moi, je me suis vraiment sentie comme une conne. Zéro soutien. Et ça m'a vraiment énervée. Et par contre, j'ai décidé de rien dire et de faire profil bas parce que j'avais pas envie qu'il y ait des tensions. Je voulais que mon stage se passe bien. Et en fait, c'est ce que tu apprends en tant que femme à l'hôpital, c'est que si tu veux que ça se passe bien, tu as intérêt à la farmer, en fait. Tu te fais petite, tu fais comme si de rien n'était, il faut que ça te glisse dessus, il faut que tu sois imperméable. Et voilà, faut pas sortir du lot, faut pas crier trop fort, faut pas sortir du moule, faut pas faire d'histoire. Parce que si tu fais des histoires, bah, c'est toi qui vas passer pour la fouteuse de merde. C'est pas la personne qui fait les histoires. La personne initiatrice du problème, c'est pas la personne qui parle et qui a un comportement déviant. C'est la personne qui balance qui est le problème, tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'est ça que j'avais envie justement et que je raconte, c'est que j'avais envie de déconstruire pour que justement les gens ils arrêtent d'avoir peur des agresseurs en fait, parce que tu vois, et même Gabriel Mattal là-dessus, je trouve qu'il a pris une super mesure, c'est que maintenant un enfant qui se fait harceler, c'est pas l'enfant qui se fait harceler à l'école qui doit changer d'établissement, c'est le harceleur. Bien sûr. Donc c'est la même chose chez les adultes. C'est pas la seule chose que tu dénonces, le sexisme à l'hôpital. Ouais. J'ai vu récemment un carrousel bien fait sur les salaires. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ah oui. Et pourquoi c'est important pour toi que le grand public sache? Parce que c'est quand même grand public, les réseaux sociaux. Exactement, parce que en fait, il y a un peu ce côté de toute façon, les médecins, ils font ça pour l'argent. De toute façon, les médecins, ils me prescrivent ci. Il y a un peu une méfiance, une défiance du corps médical qui est liée au fait de de toute façon, ils font ça pour s'enrichir. Donc moi, leurs traitements, je vais pas les prendre. Les consultations, je vais pas les faire. Je parle de gens qui sont vraiment marginaux, hein, mais tu as des personnes quand même qui ont ce type de réflexion-là pour l'avoir entendu de grands-parents d'amis qui sont comme ils sont, mais qui ont un peu cette méfiance du corps médical en mode je sais pas pourquoi il me prescrit ça, est-ce que c'est pour se faire de l'argent, etc. sur mon dos. Ah, c'est Big Pharma. Voilà, c'est le côté Big Pharma. Et moi, souvent aussi, comme je suis radiologue, hein, il y a eu cette idée de attends, mais t'es interne en radiologie, t'es blindé, t'es radiologue, t'es blindé. Et même aujourd'hui, maintenant que je suis chef en radiologie, j'ai encore eu une question hier d'un abonné qui me disait mais attends, je comprends pas, quand t'es chef en radiologie, t'as le même salaire que tout le monde? Bah oui, je suis chef à l'hôpital, donc que je sois chirurgienne, cardiologue, gynécologue, etc., j'ai le même salaire si je suis assistante ou si je suis chef de clinique. C'est des grilles de salaire. C'est comme quand t'es interne, t'es à la même enseigne pour tout le monde. Donc c'est un peu ça que j'avais envie de démystifier et de montrer au grand jour. Et aussi c'était pour parce que tu vois même en tant que professionnel de santé qui travaille à l'hôpital, j'ai reçu plein de messages que ce soit des infirmiers, des manip radio, des aides-soignants qui étaient étonnés en fait du salaire des internes et des chefs. Parce qu'en fait, ils avaient aucune idée. Et c'est vrai que l'argent, c'est toujours un tabou parce que, je sais pas, les gens, ils aiment pas parler de ça. Et moi, justement, j'ai envie qu'on lève le voile un peu sur ce tabou de l'argent et qu'on en parle. En fait, je comprends même pas c'est quoi le problème de dire combien tu gagnes, tu vois. Pour moi, c'est pas un problème. Tant mieux si les gens, ils gagnent beaucoup. Et, tu vois, j'irai jamais dire, machin, il gagne trop. Non, moi, je vais toujours être en mode, en fait, c'est que machin gagne pas assez. Bien sûr. Et en fait, mon idée, c'était de dire les médecins hospitaliers, ils gagnent pas assez. C'est pas les médecins libéraux qui gagnent trop. Non, les médecins libéraux, ils ont bossé, ils se sont sortis les doigts pour monter un cabinet, ils se sont endettés auprès d'une banque pour pouvoir justement fonder un cabinet. Ils ont dû payer des avocats, ils doivent payer un comptable, ils doivent payer les secrétaires, ils doivent gérer plein de choses en fait, les médecins libéraux. Ils ont plein de charges. Et donc, après, faut que le cabinet tourne, faut qu'il y ait un bon service pour les patients, faut que les patients ils soient bien accueillis, ils soient bien reçus. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les médecins libéraux, ils gagnent pas trop. C'est très bien qu'ils gagnent ce qu'ils gagnent. Et même, ils devraient gagner plus, parce que quand tu vois ce qu'ils gagnent dans d'autres pays, aux États-Unis ou dans les Émirats, franchement, nous, en France, on est vraiment... Ou même en Suisse, ou même en Belgique, c'est ridicule. Au final, il faut pas niveler par le bas. Exactement. Moi, c'est ma philosophie. Et donc...
là, tu vois, politiquement parlant, ils ont pris des mesures pour justement tuer encore plus la médecine libérale française. Donc, c'est pas grave. Il va y avoir un exode des médecins, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Mais tu vois, moi, par exemple, en tant que chef, là, on a des interchus qui viennent. Donc, des interchus ou des FFI. Donc, des FFI, c'est des internes étrangers. Et en fait, là, on avait un interne de Belgique qui me disait, bah, moi, en Belgique, en fait, ma fiche de paie d'interne, ça équivaut à ta fiche de paie de chef à l'hôpital. Et en Suisse aussi, c'est beaucoup plus élevé, alors que les niveaux, un interne en Suisse gagne plus qu'un chef à l'hôpital en France, tu vois. C'est ça, le grand public. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Et voilà, je pense que ça a été bien reçu. Mais encore, dans le corps médical, tu as quand même des gens qui m'ont dit « Mais attends, mais c'est pas possible et tout. » Bah si, mec, en fait, moi, je gagne 2 600 € par mois en tant que chef assistante spécialisée à l'hôpital. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis chef. Je suis échelon 2 et je suis à ce salaire-là. Alors, c'est sans les gardes, mais c'est quand même pour une semaine où je vais bosser 40 heures, 45 heures, tu vois. Avec les responsabilités que ça implique. Avec les responsabilités que ça implique. Donc, le taux horaire, parce que les gens, ils me disent « Ah, mais t'as pas compté les gardes. » Mais en fait, moi, je m'en fiche des gardes. Je parle du taux horaire. Ça n'a aucun sens de parler des gardes, parce que oui, je peux faire 100 gardes et être à 5 000 € si tu veux. Mais ce qui compte, c'est le temps que tu passes à l'hôpital et le taux horaire que tu as. Sinon, parler de salaire sans parler du taux horaire, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Complètement. Je vais revenir un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ça te donne une certaine responsabilité d'être sur les réseaux sociaux en tant que médecin, dans le contexte de toutes les fake news médicales qu'on peut voir ? Alors, en fait, l'histoire des fake news, moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2018, c'était pas du tout un sujet. C'est vraiment arrivé avec le Covid où t'avais des montagnes de fumier d'informations. Et c'est vrai que, justement, les gens, ils avaient du mal à discerner le vrai du faux là-dedans. Même les médecins, en fait, comme ils savaient pas trop ce que c'était le Covid, vu que c'était un nouveau virus, ils disaient des informations contradictoires. Donc, ça entraînait une méfiance envers le corps médical. Et du coup, on allait se référer vers d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des médecins, mais qui se sont un peu mis en gourou du Covid, tu vois, en expert en virologie. Et donc, je trouve que voilà, la lutte contre les fake news, elle a vraiment été importante pendant cette période-là. Et après, de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était important d'en parler, tu vois, de démystifier un peu des choses qu'on pouvait avoir, des idées reçues sur des thématiques de santé. Mais avant ça, c'était pas vraiment le sujet, le combat des personnes qui s'étaient lancées dans le domaine médical sur les réseaux sociaux. Ça arrivait un peu plus tard, je trouve. Enfin Bien voilà, c'est devenu un sujet central à ce moment-là. C'est un danger qui est arrivé ensuite, après, avec les réseaux sociaux et la conjoncture, quoi, finalement. Bien sûr. Après, je te dis pas qu'il y avait pas des fake news avant, mais c'est vrai que les fake news médicales, il y a vraiment eu cette vague, je trouve, anti-fake news médicale pendant et après le Covid. Ok. Là, aujourd'hui, tu as fait le choix de t'orienter vers la santé des femmes. Ouais, exactement. Avec une thèse même qui porte sur l'imagerie du cancer du sein. Exactement. Donc, santé des femmes, santé des femmes. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la prise en soin des femmes ? Eh bien, écoute, moi, je trouve que déjà, on a fait une bonne évolution là-dessus. Par exemple, l'endométriose, avant, on disait que c'était dans la tête des femmes et que les douleurs, c'était des douleurs de règles normales, donc on banalisait ça. Je trouve que dans la prise en charge du cancer du sein aussi, on communique beaucoup plus sur les signes de dépistage. Donc, je trouve que c'est hyper bien, justement, qu'on apprenne aux filles dès leur plus jeune âge. Parce qu'en fait, le cancer du sein, moi, je vois des patientes de 30 ans qui ont entre 30 et 40 ans qui ont des cancers du sein. Donc, ça touche aussi les jeunes. Qu'on apprenne les femmes à connaître leur corps, à détecter les signes. Je pense que c'est primordial. Et moi, j'adore l'imagerie de la femme parce que je trouve que c'est passionnant. Et je trouve qu'en tant que femme, en plus, ça me touche encore plus que ce soit des patientes en face de moi. Mais après, je continue à faire les autres pathologies. Tu vois, je vais au scanner des urgences, je fais des scanners des poumons, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand je vais en imagerie de la femme, que ce soit pour l'IRM ou pour les mammographies, je suis avec les femmes et on va dire que c'est un univers particulier, tu vois. Il y a un peu ce côté sororité qui est important. Qui est important, ouais. J'aime bien passer prendre le temps avec les patientes et tout. Eh ben merci Sophie. Merci beaucoup Alexandra pour cette invitation. Ton courage, ton regard sur la médecine d'aujourd'hui. Ouais, merci à toi. J'aimerais te poser la question signature du podcast. Si tu pouvais changer une seule chose dans la façon dont on regarde la médecine et celles et ceux qui la font vivre, qu'est-ce que ce serait ? Alors, il y a beaucoup de choses à changer, malheureusement. Mais moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on redore un peu le blason des médecins, qu'on leur donne une place plus importante, que ce soit dans la sphère politique, sociale et économique aussi, que les médecins, je sais qu'ils ont des grosses journées et que du coup, parfois, ils ont le nez dans le guidon et qu'ils n'arrivent pas à prendre de la hauteur par rapport au monde qui nous entoure et ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, que justement, on s'implique un peu plus dans la société.
Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci à vous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et à bientôt sur Santé Organisée.